Et je pense que vous voyez tous mon PC. Donc voilà. Donc aujourd'hui, le but, c'est pas de vous montrer un outil qui n'existait pas ou des choses comme ça, mais c'est vraiment, encore une fois, de vous montrer des choses qui existaient et comment moi je les ai utilisées. Comme on voit, c'est un CubePass 0.4. Donc il y a eu des améliorations depuis parce que c'est un travail que j'ai fait il y a déjà plus d'un an, en fait, pour des chercheurs. Et donc je voulais un petit peu montrer ce qui avait été fait à ce moment-là. Donc les données, c'était des données qui avaient été faites avec une machine Hyperion, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est un peu de la masse spectro de masse complet avec un microscope. Soit c'est pas très important. Ce qui est le plus important en fait, c'est le format d'image. On va avoir des formats d'image qui vont être franchement pas très faciles d'accès. Donc on commence l'aventure par déjà on crée un script Python pour recréer des eaux émitifs parce qu'en fait Bioforma ne sait pas les lire les MCD. Donc on arrive déjà directement dans le cœur du problème. Donc, c'est ce qui avait été fait pour ces fichiers-là, avec la conservation des métadonnées, la conservation d'un type de fichier pyramidal, etc. Après, il y a des choses que vous connaissez déjà, mais le but, c'était en fait de montrer tout ce qui avait été fait suivant comment dire, vos connaissances. Donc, pour rappel, ici, on a fait une détection du tissu avec un pixel classifier. Pourquoi un pixel classifier? C'est parce que c'est des machines qui sont robustes, qui font des staining cycliques et qui font des acquisitions. Pour autant, les marquages sont quand même pas hyper homogènes. Donc, l'utilisation du machine learning avec un random forest permet de mieux détecter les échantillons et ce qu'on a dedans. Puis après, on a utilisé quelque chose que vous connaissez presque tous, je pense. Donc là, c'est Stardist, donc un modèle ici qui a été pré-entraîné par Thierry Pécaud, notamment, et qui va permettre de reconnaître les cellules. Comme vous voyez ici en bas, bah, les cellules, elles sont franchement pas très belles. C'est parce que la résolution spatiale en fait qu'on a avec un Hyperion, elle est très mauvaise. Je sais plus c'était combien la taille des pixels, mais je crois qu'on est à l'ordre de 1 micron XY sur de taille de pixels. Donc voilà, après c'est un rappel de genre de données qu'on peut sortir de QPass, mais on peut sortir le nombre de cellules, leur aire, leur forme, etc. On peut choisir aussi, on peut sortir aussi leurs intensités. On peut sortir des heatmaps avec QPass, c'est sympa pour voir est-ce qu'il y a des zones de tissu qui pourraient être des foyers immunitaires ou autres, ou alors des problèmes lors de la découpe ou de la préparation des échantillons. On va pouvoir aussi avec QPass, du coup, illustrer l'expression de certains biomarqueurs membranaires ou du cytoplasme et les montrer également avec des codes couleurs. Le problème, bah, du coup, c'est que là, on va le faire marqueur par marqueur. Donc là, déjà, on voit une première des limites avec QPass, c'est que si on fait juste une mise en avant des fluorescences, souvent, on va le montrer marqueur par marqueur. Donc après, qu'est-ce qu'on fait avec et comment on analyse ça? Donc ceux qui ont déjà utilisé QPass, ils doivent le savoir. C'est pas forcément un outil qui est hyper évident pour le thresholding et définir à partir de quand on considère que c'est une cellule qui est positive. Donc moi, la première chose que j'ai fait, c'était enfin j'ai récupéré plutôt un script Python qui existait sur le forum et qui définit un threshold comme est égal à la moyenne plus deux fois l'écart type en ayant supprimé les outliers. Donc ça, c'est un choix. Maintenant, c'est pas forcément pertinent pour tous les échantillons parce que si vous supprimez les hot layers, vous pourriez supprimer des cellules qui sont biologiquement relevantes. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien cet outil parce qu'il permet d'objectiver le threshold sur QPass. Par contre, il faut absolument que les biologistes retournent sur les images, je pense, pour essayer de confirmer ce genre de threshold. Ce qui permet de ne pas mettre juste un threshold à la main et se dire voilà on fait au pif. Là vraiment on inclut l'ensemble des cellules et on va pouvoir faire ça. Donc du coup petit rappel, je vous ai fait plein de petites vidéos et plein de petits gifs sur comment on fait pour mettre un threshold. Donc là c'est comment on fait mettre un threshold dans QPass. Comme je vous ai dit la session du jour c'est vraiment pas à pas et faire une session qui est plus sous la forme d'un protocole qu'autre chose. Donc voilà exemple sur QPass on va pouvoir aller dans Classify. Object Classification, on peut faire un thresholder et on va pouvoir le définir. Et donc, ça va permettre de définir un par un, sous une forme un peu de gating, comme on pourrait avoir en cytométrie en flux, à partir de où on considère que les cellules sont positives. Ça, c'est bien, mais on pourrait faire un peu mieux. Oups, je crois que j'ai mis deux fois la même. Voilà. On va pouvoir faire après des composites. Donc, si vous avez défini plein de thresholds différents, on va pouvoir faire des composites. Donc là, le but, c'est juste de se dire, on va les mettre les classifiers les uns après les autres, et on va pouvoir définir des subclasses et dire, bah, nous, on veut par exemple les CD3, les CD3, les CD4, les CD8, et on peut avoir une granularité, et on va pouvoir faire une représentation des cellules qu'on a. Donc ça, c'est pas mal sur QPass, et qui peut être complété avec ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas
Est-ce que je l'ai mis deux fois aussi? Non, c'est toujours le composite, voilà, avec du machine learning. Donc là, c'est un peu différent. Il va falloir avoir en amont défini ce qu'est notre cellule positive, dans le sens où quand on fait le composite, on va vraiment avoir tous les thresholds possibles et il va faire toutes les combinaisons possibles. Alors que quand on utilise un object classifier, il a l'avantage, lui, d'utiliser un random forest, donc de s'ajuster en fonction des différents paramètres qu'on a et d'utiliser vraiment du multivarié. Mais en amont, il va falloir qu'on lui définisse toutes les classes. Il ne peut pas en inventer. Il va vraiment lui dire, bah tiens, tel type de cellule peut exister, il faudra que tu regardes ça sur tel et tel marqueur, etc., etc. Donc chacune des façons de faire a des avantages et des inconvénients. La première, on peut avoir toutes les combinaisons possibles, même des choses qui sont totalement absurdes. La seconde, il faut tout définir en amont. Et du coup, on pourrait louper des cellules qu'on n'a pas définies parce qu'on ne savait même pas qu'elles pouvaient exister. Et c'est là où j'y avais ma première limite. C'est bien QPass, ok, on a réussi à faire de la segmentation 2D, on a réussi à définir qui est qui, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir des algorithmes qui me permettent de mieux définir ce qu'est ma cellule et donc de mieux définir quels sont mes groupes de cellules que je recherche et potentiellement même montrer des nouvelles. Donc ça, c'est bien. Dans QPass, on a réussi à segmenter et à trouver des cellules en fonction de leurs biomarqueurs, en leur expression au niveau du cytoplasme, de la membrane et tout ça. Mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Donc dans QPass, ce qu'on peut faire, je l'ai pas écrit ici, il manquerait une dia, mais on peut utiliser des petits scripts Groovy ou alors on utilise l'export measurement pour en fait définir et exporter pour chacune des lames toutes les coordonnées des cellules. Donc je vais avoir la position en X, Y et potentiellement Z si vous faites de la 3D. Donc vraiment, je vais avoir toutes les positions spatiales et toutes les fluorescences d'intérêt. Et donc là, comme j'avais 40 marqueurs, je pourrais exporter la position X, Y, Z plus 40 intensités de fluo que je définis pour chacune d'elles. J'ai pas mis le script ici, mais par exemple, je peux définir que pour le CD3, je le regarde à la membrane, pour un autre marqueur, je le regarde dans le noyau, etc., etc. Tout ça est scriptable dans QPass. Et donc, je vais juste avoir à la fin un fichier de type CSV avec toutes les mesures. Et tout ce fichier CSV, on peut le réimporter dans un autre outil qui est Cytomap. Pour les gens qui ont moins l'habitude de Cytomap, parce que c'est un peu moins populaire, donc Cytomap, ça a été développé sur MATLAB. Ça peut se télécharger directement sur Internet. Il y a pas vraiment de grosses installations, donc c'est assez pratique. Je vous le dis tout de suite et je mets un gros warning sur Cytomap. C'est pour ça que j'aimerais bien faire ce groupe Maya qui développe un peu le multiplex. C'est que Cytomap, il est hyper limité par le nombre de cellules que vous allez lui injecter. À partir d'un certain point, ça mouline et ça marche plus quand il commence à y avoir trop de data. Donc c'est pour ça que le but de mon année 2026, moi, c'est de convertir tous ces pipelines qui ont été faits en 2024 pour les mettre à la sauce Python et pour essayer d'avoir des choses qui sont plus du tout limitées par la taille des données, le nombre de cellules par fichier, etc., etc. Donc, comme je disais, quand on apporte dans Cytomap, on va pouvoir choisir après bah, la position en X, la position en Y, est-ce qu'on a fait du Z ou pas. Et c'est là qu'on va arriver dans tout ce qui est clustering. À partir de maintenant, du coup, moi, mon but, c'est de vous montrer un peu quels sont les outils de clustering qu'on a dans Cytomap et qu'est-ce qu'ils veulent dire pour que vous puissiez refaire vos propres analyses. Donc voilà, donc la première chose quand on arrive dans Cytomap, et c'est mon conseil, en fait, ça va être de standardiser les données. Parce qu'on a des données en fait qui sont de différents échantillons, qui ont été marqués potentiellement à différents moments, et avec des dérives qui sont soit de marquage, soit d'acquisition, parce que les microscopes ne sont pas parfaits, et les robots qui font les marquages ne sont pas parfaits. Donc il y a différentes façons de faire de la normalisation de données. Donc je vous les ai mis là. Donc on peut en normaliser en fonction de l'intensité maximum ou ce genre de choses. Mais moi, ce que je vais vous demander de faire, et c'est ce qui est hyper recommandé, c'est de faire ce qu'on appelle de la standardisation. Et donc la standardisation, c'est quoi? Le but de la standardisation, hop là, c'est de tout ramener sur zéro avec un écart type de 1. Le but, c'est quoi? C'est que tous les algorithmes de clustering qu'on va utiliser par après, ça, vous ne le savez peut-être pas, mais ce qu'ils vont jouer souvent avec des notions de distance et ce genre de choses. Si on ne fait pas de standardisation, on pourrait avoir un marqueur qui a un fold d'expression 10 ou 100 fois supérieur à un autre. Donc, par exemple, avoir des marquages de 50 000 versus d'autres qui ont des marquages à 100. Et il va tirer, en fait, comment dire, il va être utilisé plutôt pour faire les clusters et on va avoir des clusters qui sont pas bons. Donc, on va avoir tout réajusté pour tout centrer sur zéro avec un écart type de 1. Et la question qu'il faudra que vous vous posiez, parce que ça, par contre, j'ai pas la réponse, ça dépend de vos datasets. Moi, généralement, je standardise sur l'ensemble des datas. Mais si vous avez, et que vous le savez, un échantillon qui a été
de façon, je sais pas, il pourrait y avoir une erreur de machine ou une erreur de personnel qui a mal utilisé la machine. Si vous avez une lame qui est outlier par rapport à toutes les autres, si vous faites une normalisation sur l'ensemble du dataset, bah, celle-là pourrait avoir des gros problèmes. Donc on peut aussi standardiser image par image, mais moi, c'est pas mon conseil. Donc voilà, ici, c'est un petit rappel de comment fonctionne la standardisation. Et encore une fois, la standardisation, c'est pas de la normalisation. Vraiment. Parce que la normalisation, ce serait on va prendre la valeur max et la valeur minimum et on mettra tout entre 0 et 1. Et donc, on aura toujours un peu ce problème-là. Ici, la standardisation, c'est différent. Voilà. Et donc, après, dans Sitemap, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va essayer de définir le nombre de groupes. Pourquoi le nombre de groupes? C'est qu'on va faire des clusters. Donc, il va falloir les ranger dans des boîtes. C'est vraiment comme le petit dessin que j'avais mis avant. C'est, on a un petit enfant qui veut tout mettre dans des boîtes. Comment on va faire pour tout mettre dans ces boîtes-là? Donc, on a différents outils dans Sitemap. Il y a une méthode ici. Alors, je suis désolé si j'écorce les noms, hein, parce que je les ai juste lus, mais j'ai pas été présenté. Donc, Davis Boudin, qui permet ici de voir la similarité en fait entre les différents groupes. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup, surtout quand les données sont bruitées. Et idéal aussi quand les groupes peuvent se chevaucher. Contrairement à un autre, ici, Kalinski, qui lui il ressemblerait de loin à ce qu'on va faire avec la K-means. Donc avec la K-means, on a vraiment des groupes qui sont bien identifiés, on a des groupes qui sont plus ou moins homogènes et c'est voilà. Donc encore une fois, il faudra tester en fonction de vos données quel est l'outil qui permet de mieux trouver le nombre de groupes. Encore une fois, ici, on n'a pas séparé les données. On va juste essayer d'estimer dans un pool de données. Encore une fois, on était passé de QPath où on voit bien les cellules, on a bien la fluorescence, on a l'habitude, on est biologiste. On a des nuages de points maintenant et on ne fait que des calculs mathématiques et statistiques sur des nuages de points. Donc ces outils-là, c'est sur ces nuages de points, potentiellement combien on devrait avoir de groupes. Et la dernière méthode, c'est une méthode que j'utilise pas du tout, pour être honnête. Et donc là, c'est une méthode qui permet de trouver les groupes également en fonction d'un graphe. Mais je vous avoue, je l'utilise pas du tout, mais elle est dans cet outil de Cytomap. On peut aussi les définir manuellement. Alors ça peut être pertinent. Ça arrive parfois que vous savez en amont plus ou moins quel nombre de groupes vous avez, parce que vous allez choisir, par exemple. Alors, je trouve que le cerveau humain, quand on n'a pas trop de dimensions, ça marche encore bien. Donc, si imaginons qu'on a 6 marqueurs et qu'on sait plus ou moins quelles sont les cellules attendues, on peut lui imposer à la main de dire, bah voilà, on sait qu'on a tel type immunitaire, et que ça fait potentiellement 4-5 types, parce qu'on a les cellules du stroma, les cellules tumorales, 2-3 cellules immunitaires, et on peut les définir à l'avance. Mais moi, je trouve ça encore pas hyper pertinent, parce que pour moi, j'utilise Cytomap dans un outil pour faire du clustering, mais aussi de la détection potentielle de groupes qui pourrait y avoir. Donc, je préfère comment dire, qu'il surévalue et qu'il me produit plus de groupes qu'attendu, et que moi, je repasse derrière pour essayer de vérifier si ces groupes sont biologiquement pertinents, plutôt que lui limiter directement le nombre de groupes créés. Donc, quand on a défini le nombre de boîtes dans lesquelles ranger tous ces objets, en fait, on va utiliser des algorithmes maintenant où on va vraiment répartir toutes les cellules dans chacune des boîtes. Donc ici, il y a l'outil SOM pour Self-Organized Map. Donc ici, pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser des réseaux de neurones, ben, vous serez pas trop choqués. Donc on va utiliser X neurones. Et en fait, ces neurones vont être répartis de façon totalement aléatoire. Mais à chaque itération, les neurones vont se déplacer les uns par rapport aux autres en fonction des données. Et donc ça, c'est super, super, parce que du coup, comme on va les déplacer en fonction de nos données, on va vraiment avoir à la fin un modèle qui va vraiment essayer d'analyser au mieux, en tout cas, les données qu'on lui rentre. Encore une fois, tous les points qui sont là, c'est l'ensemble des données qu'on lui a chargées, hein, c'est pas une image. On va analyser, bien sûr, l'ensemble des données d'un coup. Comme ça, le groupe numéro 1 de l'image 1 sera tout aussi le groupe ce sera équivalent au groupe 1 de l'image 2, etc. Le but, c'est de voir des relations et de faire des comparaisons entre les lames. Donc, la contrainte, c'est si vous avez des petits PC, bah, c'est super lent, parce qu'il va falloir faire runner ça pas mal de fois. Et aussi, si vous avez très peu de données, il a du mal à converger. Une autre outil qu'on utilise beaucoup, ça vous avez peut-être plus l'habitude, donc c'est les K-means. Donc les K-means, le but c'est bêtement, on aura défini à l'avance combien de groupes. Donc imaginons ici on a défini 3 groupes. On va mettre des points de façon aléatoire au premier jet sur nos jeux de données. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de répartir l'ensemble des données dans chacun des groupes. Et vous voyez qu'il va essayer de
ici de les assigner comment dire, au centroïde, donc au point qu'on avait défini le plus proche. Le gros problème de la K-means que je peux voir, moi, il y en a deux, et c'est pour ça que je l'utilise pas souvent, c'est que, un, l'endroit où on a mis les points au départ va influencer la segmentation des groupes, et deux, on suppose en entrée que les groupes sont plus ou moins homogènes et ont plus ou moins la même forme. Ça, c'est un présupposé de la K-means. Une version un peu améliorée, on pourrait dire, de la K-means, en fait, c'est d'utiliser une distribution gaussienne, et ça marche à peu près de la même façon. Donc ici, on a encore une fois, on a défini trois groupes. Et on va utiliser en fait ici une gaussienne qui va répartir les données dans ces groupes-là. Donc là, c'est plus flexible que la K-means, mais encore une fois, on a des problèmes. C'est si les données sont complexes avec une distribution qui n'est pas normale, bah en fait, ça ne marchera pas. Ça, c'est un algorithme un peu plus bizarre. Donc lui, il n'a pas besoin de définir les groupes en amont. Donc vraiment, les premiers algorithmes que je vous ai présentés, on n'en a pas besoin. Et donc DSB scan, lui, par contre, ce qu'on va devoir définir, c'est ce qu'on appelle le epsilon. Et le epsilon, c'est la distance entre deux points. Et comme vous voyez, en fait, à chaque itération, il va essayer de grouper les données. Et en fait, si les données sont trop loin les unes des autres, il va créer un nouveau groupe. Et donc là, il faudra bien définir deux choses. C'est un, quelle est la distance? Et deux, le nombre de cellules qu'il faut pour dire que on le met dans un groupe ou pas. À chaque itération, il faut un nombre de cellules minimal, sinon il arrête et il passe au groupe d'après. Et alors, ça marche super bien. Il n'y a pas besoin de groupe, c'est super. Mais là, vraiment, l'inconvénient et le gros problème de ça, c'est comment on choisit Epsilon. Et je ne sais pas. Donc, si quelqu'un sait, il pourra intervenir, parce que moi, je ne sais pas. Je trouve ça pas vraiment facile et il est influencé par des densités variables. Et voici ce qu'on obtient. À la fin, on a ce genre de données. Donc, on va avoir un tableau avec tous nos marqueurs, des sur- et des sous-expressions. Donc ici, quand ça tire vers le rouge, c'est un fold induction, enfin, il y a plus d'expressions de fold change d'un groupe à l'autre. Et on va pouvoir ici donner un code couleur. Donc blanc, c'est rien. Cyan, c'est le groupe 1. Jaune, c'est le groupe 2. Et rouge, c'est le groupe 3. Et donc là, on va pouvoir voir que toutes les cellules dans toutes ces lames-là ont des profils qui sont identiques au niveau de l'expression de leurs protéines. Et donc, on va pouvoir retrouver potentiellement, je sais pas, des cellules immunitaires qui se retrouvaient ici, bah, potentiellement, elles se retrouvent également là. Mais dans cet échantillon qui est en bas à droite, qui je sais est pathologique, bah, il y a un réarrangement. Et donc là, on a quelque chose qui infiltre. Ça pourrait être des cellules immunitaires, mais ça pourrait être autre chose. Ça va jusque-là? Moi, je peux m'arrêter pour les questions, sinon on le fait à la fin, hein. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Vous pouvez aussi les poser dans la chat si vous voulez. Ouais, j'avais une petite question. Je suis vraiment pas du tout familier avec ce genre d'analyse. Généralement, nous, bon. on donne les images aux gens et après, ils se débrouillent avec tout ça. Donc, je suis vachement intéressé. Si tu reviens sur la slide avec, je crois, le NN, ouais, voilà, self-organizing. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à, par exemple, essayer de faire ce clustering que sur les conditions contrôle pour être sûr que tu regardes que ce qui est censé exister? Et qu'après, avec ta condition white type, enfin ta condition drogue ou knockout, tu vas aller regarder comment ça se déplace vis-à-vis de ces groupes. Est-ce qu'il y a des nouveaux groupes qui sont créés? Ou est-ce qu'au final, non, ça fait plus de sens de vraiment prendre tout le pool existant et puis après regarder comment ça descend et comment ça remonte pour l'expression. En fait, j'ai un peu peur de biaiser, et de créer des groupes qui n'existent pas naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Alors, en fait, il faut que tu te poses en amont de comment tu veux analyser tes données. Si ton but, c'est de screener que des données de type normal et de les décrire, mettre que du normal et de faire tes groupes marcheront très bien. Et du coup, dans l'ensemble des données normales, tu pourras retrouver ces groupes-là et il n'y aura pas de souci. Si après, tu utilises cette méthode d'analyse pour des données drogue ou qui sont malades ou quoi que ce soit, tu n'as entraîné au final ici ton réseau de neurones qu'à retrouver des groupes sains. Donc, il va pouler des données, comment dire, malades dans les boîtes, puisque tu n'auras généré que ces boîtes-là. Le fait que moi, je prenne des données saines et des données qui sont malades et que je poule tout, c'est que je lui donne l'opportunité de me créer le pool cellules saines et le pool cellules malades. Et là, j'ai pas mis parce que c'est vrai que j'ai choisi des données un peu faciles, mais typiquement quand tu mets comment dire des cellules, enfin plutôt des échantillons malades
et que tu fais le cluster, tu peux avoir des cellules que tu ne retrouves pas, avoir moins de 1% de cellules. Et donc, tu as bien ton pool cellules malades qui n'existe que dans les images malades. Tu vois, tu pourrais avoir un cluster, le cluster 8 ou le cluster 9 qui n'existe que dans certaines des images. Si tu n'as pas Exactement. l'opportunité de les faire, bah, du coup, ça marche pas. Par contre, Ouais, c'est là où mais justement, ouais, je me faisais l'idée que peut-être tu pouvais te retrouver avec justement des cellules. Quand tu vas analyser tes conditions de drogue ou malade, tu vas te retrouver après avec des cellules, enfin des points orphelins, toi qui oui, appartiennent à aucune de tes catégories. Et en fait, ma crainte, ça serait que tu élargisses artificiellement des groupes parce qu'ils vont inclure et le normal et le malade. Et c'est qu'à pour la ça fin, tu vois, que t'arrives plus à voir qu'il y a une distinction entre les deux parce que le groupe est élargi au lieu d'être fragmenté. Mais exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que là, je l'ai pas mis, mais une autre approche que je fais, moi, des fois, c'est que les outils de grouping ont des défauts. Et quand, par exemple, tu as des groupes qui sont surreprésentés, typiquement, tu pourrais avoir le groupe cellule unitaire, par exemple, et après, dedans, tu vas aller voir un ou une sous-groupe de là. Moi, ce que je fais, c'est que des fois, je fais tourner un clustering là-dessus. Et je vais faire, en fait, après, on a un nuage de points, donc je vais faire comme une stratégie de gating, je vais récupérer ce nuage, cette partie du nuage de points, et je vais lui demander de refaire un clustering que sur cette partie. Parce qu'en fait, les algorithmes de clustering, leur but, c'est vraiment de mettre des objets dans des boîtes, mais des fois, ils convergent tellement vite qu'ils vont me faire 4 boîtes, mais moi, en fait, je sais que j'attends, on va dire, 10 sous-échantillons. Et donc, ma stratégie, des fois, c'est de faire, je définis le nombre de groupes, par exemple 4, ça arrive très fréquemment, puis il va me les ranger, puis dans le groupe 3, qui sont les groupes cellules immunitaires, je peux avoir encore des cellules, beaucoup, et en fait, je vais refaire un clustering là-dessus. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à faire une segmentation qui est plus jolie. Après, il faut faire attention, et c'est ça aussi quand j'en parlais au début, c'est que quand on définit ici les groupes, il pourrait arriver que si tu as des cellules qui sont saines, enfin, ou des échantillons sains, et que dans les échantillons malades, il y a quelques outliers au niveau de l'expression, si tu fais plutôt c'est là, si tu fais ta standardisation sur l'ensemble des données, tu as tendance à perdre ces outliers. Et c'est là où il faudrait se poser la question de est-ce que ma standardisation, je le ferai pas par image? Le problème de le faire par image, c'est que du coup, tu peux avoir des grosses variations aussi. Mais là, tu pourrais te poser la question. Ou alors, est-ce que je fais une standardisation par pool de données? Par exemple, je fais la standardisation, je mets tous les wild types d'un côté, je mets tous les traités de l'autre, et là, il faudrait vérifier si mathématiquement ça a du sens. Je ne le sais pas. Mais vraiment, ici, il faut imaginer que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment, on sort de la biologie, on part sur des maths et des nuages de points. Et je pense, et c'est pour ça que je fais entre guillemets, ce talk, c'est pour vous montrer les outils qu'on a. Mais ça va faire le lien maths-bio. Mais à chaque fois et à chaque résultat, il faut faire vérifier par des biologistes est-ce que les cellules ont du sens. Parce qu'un outil de clustering, son but, c'est de mettre des objets dans des boîtes. Et s'il peut le faire, il le fera. Mais des fois, il n'y a aucun sens biologique. Dis-moi, Nicolas. Bah, ça rejoint un peu la question de Romain, ce que tu viens d'ajouter. Je pense que Romain, tu fais aussi le parallèle avec les atlas, peut-être, comparer un atlas connu avec ton échantillon pour voir la différence entre la classification connue et ça. Et surtout, comment tu évalues ta vérité terrain sur ta classification, en fait. Comment tu la mets en place? Est-ce que tu as des stratégies pour l'instant ou est-ce que c'est simplement selon les outputs? Tu places les résultats sur la table et c'est ton biologiste qui va dire c'est bon, c'est pas bon. Le problème, c'est que ça marche si tu as une idée de ce que tu recherches. Si tu ne connais pas les classes, comment tu mets ça en place? Alors, c'est une super question. Donc, le but d'aujourd'hui, comme je disais, c'est de faire monter en compétence tous ceux qui font de la microscopie et de l'analyse d'image pour pré-mâcher, pour pas tout donner à leur bio-info et que la discussion soit compliquée. Le but pour moi, c'est de vous donner un outil qui va vous permettre de discuter avec le biologiste. Et en fait, les deux méthodes sont vraies. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est on discute avec le biologiste de plus ou moins pas ce qu'il attend, mais quel groupe de données il s'attend. On va dire ça comme ça, quel type de cellule pourrait être existante. Et donc là, on peut faire une analyse où on va spécifier plus ou moins, où on va essayer d'orienter sur tel et tel type de cellules, où elles sont, etc., et de voir s'ils existent dans tous les échantillons. Mais on pourrait faire quelque chose non supervisé du tout, comme je vous ai montré, utiliser des algorithmes qui vont définir tous les groupes, utiliser des algorithmes qui vont séparer les données, faire des clusters dans les clusters,
et après ressortir des données que moi je donne aux biologistes. Et là, je leur dis, faites la biblio, regardez les données. Est-ce que spatialement cette cellule-là peut être là et est-ce que juste cette cellule peut exister? Et ça, c'est à eux de vérifier en fonction de leur connaissance de la biblio et pourquoi pas de reprendre des lames, si on fait des lames serrées, de refaire des marquages spécifiques pour être sûr que cette cellule puisse exister. Mais pour moi, l'outil que je vous donne aujourd'hui, il est autant un outil de screening non supervisé que quelque chose qui va être plus limité. On va essayer de le cadenasser et on va essayer de regarder des cellules bien en particulier. Les deux, Ok. pour moi, notions sont vraies. Et pour moi, c'est vraiment le but d'aujourd'hui de vous dire, vous n'êtes plus obligé de donner toutes les données en bioinfo et à quelqu'un qui fait que du Python. Mais vous pouvez déjà utiliser des outils avec des interfaces graphiques pour essayer de mieux comprendre ces données hyperspectrales avec 40, 50 biomarqueurs, essayer d'ingérer ces informations-là et de essayer de transmettre l'information au biologiste pour que lui, en tant que biologiste, et c'est que lui qui pourra valider ça, est-ce que c'est pertinent? C'est comme quand je fais du threshold, en fait. Le script, je pourrais vous le montrer, le script pour faire du thresholding, c'est une des méthodologies de thresholding. Mais pour moi, ça doit être un chiffre objectif pour définir ce que c'est qu'une cellule positive pour un biomarqueur, mais en aucun cas il remplacera en fait après le retour du biologiste qui vérifiera ces données. Et ok. Et aussi, j'ai une autre question. J'ai pas dans les stratégies que tu as présentées au tout début de la notation seuillage, etc. J'ai pas vu la stratégie qui mixe un peu les deux, c'est-à-dire de faire du channel par channel en random forest et de faire un composite classifier de ça. Tu as fait un composite classifier de tes thresholds et sinon tu as fait un random forest de toutes tes conditions. J'ai Ouais, pas vu le mix entre les deux. Est-ce parce que que j'y ai pas pensé. tu y avait... Ok, d'accord. Je veux savoir Oui, s'il y j'y ai avait pas une pensé. raison précise à Hmm, cet aspect-là ou pas. J'y ai pas pensé. Ok. Autrement, il y a une question dans le chat de Anne. Et donc, elle demande si on peut utiliser Cytomap pour les images Storm, vu que c'est juste un fichier CSV. Et Mhm. quel est le nombre limite d'objets sans que ça rame? Et est-ce qu'on peut être limité par les nombres de groupes ou clusters? Alors, donc, tant que c'est un fichier CSV, Cytomap va le prendre. Donc ça, quel que soit voilà, d'où il vient, il n'y a pas de souci. Moi, le but, c'était de montrer du multiplex, mais on pourrait tout mettre dedans, il n'y a aucun souci. Pour le nombre d'objets limite, alors j'ai pas de chiffre en tête, mais j'ai vu sur le forum que certains s'en plaignaient. Donc il faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est plusieurs dizaines de milliers d'objets par fichier. Mais après, il faut vérifier comment MATLAB fonctionne. Est-ce que si par exemple je donne deux fichiers avec 20 000, enfin 20 000 points, est-ce qu'ils rament autant que 50 fichiers avec 100 000 points? Moi j'avoue que j'avais seulement qu'est-ce que je vais dire? Moi, je sais que j'avais plusieurs milliers de cellules. Je crois que j'avais 5 6 000 cellules et j'avais 20 fichiers et j'ai jamais eu de ralentissement. Donc, je travaillais sur, on va dire, plus ou moins, on va dire 100 000 objets répartis sur différentes images. Et avec 100 000 objets, j'ai jamais eu de ralentissement. Mais je sais que certains s'y sont confrontés. C'est pour ça que j'aimerais en passer à autre chose. Est-ce que tu utilises un GPU? Tu as beaucoup de mémoire sur ton Non, ordinateur? Citomap, il est pas du tout optimisé sur GPU, donc c'est vraiment une interface graphique et tout se fait sur le CPU. Et moi, je fais tout sur mon laptop ici et j'ai pas eu de ralentissement énorme. La seule chose qui ralentit, c'est par exemple, voilà, si j'utilise un algorithme comme DebScan qui a besoin de vraiment de faire beaucoup d'itérations, des choses comme ça, ou alors ou alors ça, le somme, sur mon petit laptop, ça m'est arrivé d'aller me faire un café et de revenir parce que il met 5 10 minutes à converger, quoi. Mais encore une fois, moi, je fais tout sur mon laptop, hein, donc je suis peut-être pas une référence au niveau de la rapidité. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais bien passer à des outils type, comment dire, Python ou autre, parce qu'on pourrait sûrement faire des accélérations GPU à certains endroits et tout, alors que là, tout est fermé. Et un des gros défauts que je vois de Cytomap, moi, c'est surtout qu'il n'y a pas de support. Il n'y a plus de support. Et il y a Caroline qui a une question. Au final, Alexandre, de ton expérience, quel est l'algorithme de clustering que tu utilises le plus pour l'analyse de ce type de marquage, en fait, C'est une bonne de... question.
J'avoue que comme moi j'avais au moins 5 à 6 000 cellules par image fois le nombre d'images, Mm. moi c'est celui-là que j'utilisais le plus, c'est le SOM, parce que c'est celui qui est le plus Ouais, pertinent par rapport à mes données. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est sur ma machine, vraiment je pouvais aller chercher un bon café pour qu'il converge, et c'est parce que j'avais en tout et pour tout au moins 100 000 points. ouais, Si vous avez deux lames de scanner de lames et que vous avez peu de cellules, ça marchera pas. mm, Mais encore une fois, moi j'avais entre 15 et 20 lames, fois le nombre de cellules qui étaient sur chacune des lames. ouais. Et ok, Donc, ben voilà. merci. Ouais, Et juste, oui, tu disais au départ, le laisses te donner le nombre de boîtes, en gros. Oui, Et ensuite, tu reprends, par exemple, la boîte cellule immunitaire et tu refais un clustering dessus pour oui, rediviser. oui. Ouais, ok. Et Ben, ça, c'est merci. ça, c'est vraiment l'approche non supervisée, quoi. Où on lui dit vraiment, c'est toi Oui, qui trouves tout. Et on lui ouais, dit, bah voilà. Et ça m'est arrivé, moi, vraiment, dans cette idée-là, de dire, tu trouves d'abord le nombre de boîtes, puis tu fais tes groupes avec ces algorithmes de clustering. Puis après, dans les groupes trouvés, je peux lui dire, bah, retrouve le nombre de boîtes de cette boîte-là. Et donc, c'est comme si on faisait des tiroirs. Et tu recrées encore. ouais, Et il tout faut à faire fait. attention parce que si on en fait trop, il n'y a aucun sens biologique. Encore une fois, un clustering, c'est vraiment créer Mm, des boîtes. Donc, si vous faites trop d'itérations comme ça, à la deuxième ou troisième itération, vous allez créer des cellules qui ne peuvent pas exister. Parce que son but, c'est lui de les séparer. mm, tout à fait. Merci. Il y avait encore des questions? On continue? OK. Donc, ça, c'est le genre de résultat qu'on peut avoir, comme je disais. Donc, on va avoir en fait des résultats où on va pouvoir avoir dans chacun des groupes l'expression de différents biomarqueurs. Quelque chose que j'ai pas dit, mais ça me paraissait évident, c'est pas parce qu'on a 40 biomarqueurs qu'on est obligé de lui donner 40 biomarqueurs pour faire ses clusters. Vous pourriez avoir des marqueurs qui identifient les cellules, par exemple, je sais pas, des CD3, des CD4, mais après, vous pourriez, dans le groupe des lymphocytes T, les séparer en fonction, lire, je sais pas, l'expression d'autre chose. Je sais pas si je suis très clair. Si? Voilà. Vous pouvez séparer, bien sûr, ce qui permet d'identifier les cellules et leur expression par rapport à X ou Y. Donc voilà. Après, ce qu'on peut faire, donc, c'est l'étude de voisinage. Donc l'étude de voisinage, ici, c'est un outil que j'utilise aussi pas mal sur Cytomap, que j'aime bien. Ce qu'il va falloir faire dans ce cas-ci, donc, c'est de définir une boîte, un rayon, en fait, et on va passer sur l'entièreté de l'image. D'abord, comme je disais, pardon, il faut bien dire que tel cluster, c'est tel groupe, etc., etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer sur l'entièreté des cellules et on va avoir ce genre de résultat. Donc, ici à gauche, point par point ici, vous voyez que c'était les sous-groupes. Par exemple, ici, j'en ai 8 parce que le blanc, c'est toujours le vide. Donc, ici, j'avais 8 clusters, 8 groupes. Ok. Mais là, on va travailler par voisinage. Est-ce que dans ce petit carré-là, donc là, on a fait des très gros pixels qui font 50 sur 50 microns, quel est le type cellulaire qu'on peut avoir, majoritairement représenté? C'est des niches locales. Et après, on va avoir différentes représentations. Donc ça, c'est encore une autre image. Ici, là, c'est une représentation. Et on peut avoir là l'expression de chacun des biomarqueurs pour les cellules, etc. Donc là, on voit qu'il y a certaines cellules qui expriment plus certains marqueurs. On va pouvoir, du coup, comme on a fait des voisins, voir s'il y a des interactions. Mais comment c'est ploté, les interactions? Donc, l'épaisseur de la ligne est proportionnelle au nombre de cellules qui ont des frontières communes, en fait, entre deux groupes. Et on va pouvoir aussi les plotter région par région pour voir ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment pour essayer de comprendre comment... Au début, on avait fait des groupes et on avait des clusters, donc on connaissait les sous-groupes. Maintenant, on va essayer de voir comment les cellules interagissent les unes par rapport aux autres. Quelque chose que j'ai pas fait, parce que c'était mon idée, c'était de rester pas mal sur Cytomap, mais j'ai fait aussi des scripts Python où on peut calculer d'autres variables en fait. Je sais pas si je vous le montrerai à la fin. Ou quoique, je vous le montrerai à la fin.
Mais on peut aussi mesurer dans un cercle donné, en fait, si on a une randomisation ou pas de certains types cellulaires. Il y a une question de Christophe Oui. qui demande si tu as des pistes pour remplacer Cytomap en Python. Et donc, Oui. rapide QML pour CUDA et ou PyClustering. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait SquidPy, si je me souviens bien, c'est une librairie Python qui a l'air de me bien marcher, mais j'ai pas encore mis les mains dedans. Je vous avoue que j'ai eu d'autres projets, notamment le projet de Pixel Classifier qui m'a pris pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je disais ça, c'est les analyses que j'ai fait l'année passée ou l'année d'avant, et depuis j'ai pas trop mis les mains dedans. Et après, on a des petits scripts comme ça, pareil, des petits scripts Python, et on peut réimporter le CSV dans QPass. Et là, on va pouvoir redonner au biologiste, en fait, la main. Et c'est ça que je lui fais. Et donc là, c'est un exemple. Par exemple, là, vous avez l'habitude de voir vos différents biomarqueurs. Ben, on peut aussi changer les couleurs de chacune des cellules en fonction de quoi? En fonction des clusters qu'on a définis sur Cytomap. Et donc lui, il va pouvoir vérifier la fluorescence. Et là, on va pouvoir vérifier en donnant une couleur pour chacun des clusters. Et donc, il va pas juste regarder si l'expression d'un marqueur était bien là localement, mais vérifier si vos groupes ont du sens. Et pourquoi pas aussi voir des niches locales et ce genre de choses. Je fais une aparté parce que je vous le dis tout de suite, je suis pas très favorable au TSNI et au UMAP. Il y en a sûrement chez vous qui adorent ça. Mais voilà, je vais essayer de vous convaincre que c'est pas forcément évident. Donc moi j'ai un gros problème en fait parce que dans Cytomat notamment vous avez aussi de la réduction de dimension sous la forme de TSNI ou de UMAP. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est que là encore une fois on va travailler sur X biomarqueurs, moi j'en avais 40 à 50, plus les résolutions spatiales et donc votre cerveau en 3D marche très bien, mais quand on commence à avoir 40 ou 50 dimensions, le cerveau il a du mal, donc on fait ce qu'on appelle de la réduction de dimension avec notamment des algorithmes de type TSNI. Le problème, il y en a plusieurs, c'est que à chaque fois que vous allez répéter le TSNI, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes résultats. Et il y a un paramètre de perplexité qui n'est pas forcément évident à comprendre et qui va aussi influencer énormément la représentation des données. Donc normalement, le papier, il dit souvent qu'on doit utiliser entre 5 et 50, mais vous allez voir que si on n'utilise pas ça et on fait en dessous de 5 ou au-dessus de 50, on va avoir des surprises. Typiquement ici, ce genre de données. Donc ici, à chaque fois, à gauche, vous avez les données originales. Alors, c'est pas moi qui les ai run, hein, je les ai récupérées du papier. Mais vous allez voir sur la première ligne, en fonction de la perplexité, en fonction de cet hyperparamètre-là, comment on fait la séparation des données. Donc, vous voyez bien que avec une perplexité en dessous de 5, les données ne sont pas bien séparées et on n'a pas une bonne représentation de ce qu'on avait à la base. Entre 5 et 50, ce qui est préconisé dans le papier, la représentation est correcte, mais si on va au-dessus, on commence à avoir des absurdités. On a aussi le nombre d'itérations qui peut influencer. Je vais juste baisser ça, voilà. Et ici, on voit bien que en fonction, donc là, on a gardé une perplexité de 30, donc ce qui est conseillé, mais en fonction du nombre d'itérations, vous allez voir qu'on ne représente pas les données de la même façon. Donc encore une fois, faites attention à l'interprétation que vous faites de la TSNI. Il y a plein de faux amis. Et on va continuer juste pour enfoncer mon avis à moi. Mais donc ici, on a le même nombre de points dans le bleu que dans le orange, mais on a l'écart type ici qui va changer. Et vous allez voir que juste en ayant changé ça et en jouant sur la perplexité, on répartit les points de façon différente. Donc ici, la taille des groupes n'est pas forcément pertinente. Ici, la distance qu'on avait ici des expressions, en fonction de la perplexité utilisée, on ne va pas forcément retrouver cette distribution. On va aller encore plus loin, et c'est de pire en pire. Ici, quand on veut séparer des clusters, en fonction de la perplexité, on peut changer totalement la répartition des données. Parce que quand on regarde perplexité de 50 ici, donc ce qui est plutôt recommandé dans le papier, ben on va voir que les données n'ont plus du tout le même aspect que ce qu'on avait à la base. Ici également. Et enfin, faites attention parce que
les données aléatoires peuvent créer des clusters dans les TSNI. Ici, par exemple, bon, alors je sais que j'exagère un peu parce que je vous ai conseillé depuis tout à l'heure d'utiliser des perplexités entre 5 et 50. Maintenant, vous êtes des experts et vous le savez. Mais si vous regardez les données avec une perplexité de 2, on va avoir des groupes qui vont être créés et pourtant les données à la base étaient totalement aléatoires. C'est des données synthétiques. J'avais juste, c'est quoi exactement la perplexité? C'est un hyperparamètre qu'ils utilisent pour dessiner la carte. Mais j'avoue que je suis allé pas aller beaucoup plus loin. Moi, j'avoue que c'est un outil que j'aime pas. Et le papier qui en parlait, comment dire, me montrait pourquoi il y avait des défauts des TSNI. Donc voilà, il faudrait aller plus loin. Là, j'avoue que j'ai pas assez fait de biblio pour tout expliquer. Moi, c'est pas un outil que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Mais voilà, si vous voulez l'utiliser, il existe dans Cytomap. Vous pouvez représenter vos cellules. De ces cellules-là, on peut faire des stratégies de gating et on pourra après faire des analyses encore. Ça existe. Je vous dis juste que cette représentation graphique est sujet à surinterprétation humaine et est dépendante de plein d'hyperparamètres, donc il faut faire très attention quand on l'utilise. Et j'ai fini. Sauf si je vous montre mon autre PowerPoint. Est-ce que je l'ai là? Euh, J'ai une autre question. Du coup, il y a aussi une réduction des dimensions dans le clustering de Cytomap. Est-ce que non? bah, quand tu fais du clustering, tu mets des objets dans des boîtes. Donc oui, de fait, tu vas avoir une réduction de dimension, mais tu pourrais, comment te dire ça? Tu définis où tu utilises l'algorithme, un autre C'est algorithme pour ça, mais en définir fait, le nombre. dans les outils de clustering qu'on voit de plus en plus dans les papiers, il y a des gens qui passent directement sur des TSNI sans utiliser les algos que je vous ai présentés avant. Tu vois ce que je veux dire? Ils utilisent à la place Ah une oui, ok. TSNI, à la place des outils que je vous ai Mhm. présentés. Et moi, ce que je veux vous montrer, c'est que la représentation graphique des TSNI et les UMAP, c'est pareil, mais j'ai appuyé sur TSNI parce que je trouve que c'est pire, est sujet à erreur. Voilà. Mhm. Mais c'est mon avis, là, j'avoue que je pousse un peu et allez lire. Ne me croyez pas sur parole. Mais moi, c'est quelque chose que j'utilise pas, en fait. Je l'utilise pas du tout parce que je suis pas du tout convaincu de la pertinence d'une TSNI en sortie de fax. Parce que, encore une fois, moi, je suis aussi une plateforme où on travaille beaucoup en microscopie et en cytométrie en flux. En cytométrie en flux, c'est le gold standard, c'est de faire des TSNI. Et en fait, je suis en train d'essayer de convaincre mes collègues que c'est pas forcément le gold standard. Sinon, il y a des suggestions aussi dans le chat. Ouais. Cytospatio, Et voilà. Donc, SOPA. pour vous Voilà. montrer, ce que je Donc, fais aussi beaucoup maintenant, c'est je fais ce genre de choses. Oups, je sais pas si vous allez bien le voir. Donc, si vous voyez donc il y a ce genre de choses. Donc moi, je le fais aussi sur Cytomap, on peut l'utiliser, mais on peut le coder. On peut faire aussi des fonctions de replay. Donc la fonction de replay, c'est quoi? C'est dans un cercle donné. Et en fait, on va faire un radius qui va faire que augmenter. Donc là, c'est la fonction de replay, c'est sur un seul type donné. Donc vous ne prenez que des monocytes, vous prenez que des lymphocytes et tous les mêmes, hein. Vous avez pris, par exemple, on a fait une série de clusters, on va prendre que le cluster 2 sur l'entièreté des images. Est-ce que sa distribution est aléatoire ou non? Donc ça, c'est des fonctions de replay, on peut les sortir aussi de Cytomap. Et ça va donner ce genre de choses. Et donc, en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que si je me souviens bien, ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'est comment déjà? Je crois que si ça monte, si la pente est très pentue ici, par exemple ici le graphe bleu, ça veut dire que ici, c'est veut dire que c'est pas aléatoire, et si c'est plat, et si c'est plat et plus c'est aléatoire, ou quelque chose ainsi. Faudrait vérifier, mais j'ai oublié. Je vous avoue, j'ai oublié. Ça fait très longtemps que j'ai pas senti ça. Mais ça, Sur les Ripley Function, ouais, il y a quelque ouais, chose comme ça. Si c'est plat, c'est aléatoire. Si tu as un creux au début, ce qui peut aussi exister, c'est que tu as ouais, t'as une exclusion. ok, Et puis tu peux aussi avoir plusieurs cas. Tu peux avoir un pic au début, c'est-à-dire que tu as un regroupement. Et puis ouais. après, les îlots, ils vont être loin les uns des autres. Mhm. Si jamais il y a un plugin qui existe
pour de la coloc en Ripley Function dans ICY, le soft, le Fiji à la French, comme on l'appelle. Soda, c'est Soda, SODA. Exactement. Et ça marche bien quand tu as du Storm ou des trucs comme ça. Et justement, leur plugin, tu peux le faire en deux couleurs. Donc tu peux analyser D'accord. une population par rapport à une autre. Mais c'est vrai que j'ai pensé à l'utiliser pour de la transcripto ou des trucs comme ça. C'est assez cool. Je vais voir si je vous sors deux, trois autres analyses, mais avec QPass, enfin, avec QPass et Sitomap, les deux ensemble, donc on peut quand même faire des trucs assez sympas. Donc voilà, par exemple, ici, c'est une analyse où on voit quoi? Le pourcentage de clusters dans mes données. Et après, on va pouvoir aller voir, en fait, si j'ai des sous-groupes qui sont plus exprimés en Covid, non Covid ici pour des données. Voir aussi, après, on peut voir la distance entre chacun des clusters. Donc ça, tout ça, on peut le sortir de Sitomap. Et on va pouvoir faire différentes analyses. Après, ici, ça, c'est des analyses de distance avec le CDF, donc avec une courbe empirical cumulative distribution function, donc pour voir s'il y a il y a des différences ou pas. Et tout ça, en fait, c'est du cytomap plus après des petites analyses sur Prism ou autre.